Bonjour à tous et toutes. Bienvenue sur la conférence paysagiste Astuces et outils pour gagner du temps et de l'argent grâce au numérique. Donc c'est une conférence qui va être présentée et animée par Guillaume Moulin qui travaille chez les Folies Web. Donc il va se présenter et il va intervenir sur l'enjeu de la digitalisation pour les entreprises de paysage, pour la filière de paysage. C'est un enjeu important. Moi, je travaille à l'UNEP. L'UNEP, on travaille aussi dans le cadre de la commission innovation sur cet axe-là. Et donc l'objectif, ça va être d'encourager les entreprises à se digitaliser. Et voilà. Donc, je vais laisser la parole à Guillaume et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup Anthony, bonjour à tous, merci d'être nombreux à midi, je sais qu'il y en a qui mangent à cette heure-là, donc merci pour votre présence. Comme l'a dit Anthony, je m'appelle Guillaume, je travaille chez les Folies Web. On n'est pas une agence de marketing, on organise des formations et des événements tout au long de l'année pour les petites entreprises, les indépendants, les TPE et les PME. Pas plus gros parce qu'après en général les équipes marketing s'occupent de tout, mais notre enjeu en tout cas chez Folies Web, c'est d'accompagner les petites entreprises à développer leur activité, développer leur présence en ligne du coup, et donc développer leur activité grâce au numérique. Je vous ai mis un petit QR code sur lequel vous allez pouvoir retrouver à la fois mon compte LinkedIn si vous êtes sur LinkedIn et si vous voulez me poser des questions après la conférence, mais vous aurez aussi accès au support de présentation que vous avez là en direct, en PDF. Il suffira de répondre à un petit questionnaire de satisfaction. Voilà, je vous remettrai un QR code à la fin pour télécharger ce support. Mais voilà, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire dès maintenant et ensuite on passe à la présentation. Alors, les Folies Web, je vous l'ai dit, on organise presque 300 événements par an partout en France, dans des salons comme ici, mais aussi en ligne, sous forme de webinaires. Notre enjeu, je vous l'ai dit, c'est d'accompagner les TPE à réussir sur Internet. Et tout ça, c'est gratuit. Tout simplement parce qu'on a 2 partenaires co-organisateurs et ensuite on a des partenaires ponctuels de temps en temps. Ces 2 partenaires, c'est à la fois Réussir en.fr, qui est un programme d'accompagnement lancé par l'AFNIC, qui est l'association à but non lucratif qui gère les noms de domaine en .fr, donc qui tous les 5 ans répond à un appel d'offres du gouvernement et gère tous les noms de domaine en .fr, donc tous les sites qui ont un .fr à la fin, c'est l'AFNIC qui gère. Et comme c'est une association à but non lucratif, ils reversent une partie de leur financement pour des actions de sensibilisation en numérique, pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers. Et donc, les Folies Web font partie de ces actions de sensibilisation. Et deuxième partenaire co-organisateur, c'est NeoCamino, qui est une solution d'accompagnement des petites entreprises, là encore, pour réussir grâce au numérique. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir leur site internet respectif. Et puis, en téléchargeant ce support de présentation, vous aurez accès à une petite ressourcerie avec à la fois des outils et aussi des liens vers leur site internet. Voilà, on attaque. L'idée, c'est d'être pratico-pratique. Alors habituellement, je m'adresse à des indépendants, des petites boîtes, souvent dans l'univers du coaching ou dans des secteurs d'activité très différents. Le paysagisme, pas trop. Je vous avoue que c'est une première pour moi ici à Paysalia. Donc j'ai essayé d'adapter mon support au mieux pour vous donner des conseils qui soient utiles pour vous. Habituellement, je dis comment trouver des clients. Et un collègue m'a dit, mais les paysagistes n'ont pas toujours besoin de trouver des clients, t'inquiète, ils viennent à eux directement. Mais ils ont peut-être besoin de se faire gagner du temps parce que quand on est tout seul ou qu'on est 5 dans sa petite boîte, on n'a pas le temps de gérer à la fois son site internet, ses réseaux sociaux, ses demandes de devis, aller sur le terrain évidemment parce qu'il faut aussi faire son job de temps en temps. Et donc on s'est dit, on ne va pas prendre la présentation habituelle où on vous présente 8 indispensables du marketing numérique. Si ça vous intéresse, je vous invite à venir voir ce qu'on fait en ligne et vous pourrez aller creuser les différents leviers digitaux dont on parle tout au long de l'année, évidemment. Là, j'essaye de balayer un petit peu le sujet. 45 minutes, c'est court. On gardera un petit peu de temps pour les questions et les réponses si ça vous intéresse, évidemment, et que vous avez des choses à me demander. La première des bases, comme toute stratégie numérique, ou même comme toute problématique d'entreprise, c'est se dire quels sont vos objectifs. Est-ce que vous êtes au clair là avec vous-même? Alors je vois qu'il y a quand même a priori quelques étudiants qui ne sont peut-être pas encore chefs d'entreprise, mais au moment où vous montez votre boîte, au moment où vous dites je vais développer ma présence en ligne, essayer d'adopter des outils numériques pour me faciliter la vie, la bonne question à se poser avant, c'est pourquoi vous voulez le faire? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Est-ce que ça va être de développer votre chiffre d'affaires? Est-ce que ça va être de gagner du temps pour faire d'autres choses? Et donc, votre meilleur allié, c'est le papier. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on dit ouais, c'est bien de tout passer en ligne. Aujourd'hui, un petit calepin, un stylo comme ça, c'est top parce que ça permet d'avoir les idées, de gribouiller, de se challenger. Là où un pauvre document Word, bon, c'est sympathique, mais c'est quand même assez impersonnel. Donc, votre meilleur allié, c'est le papier. Prenez le temps de la réflexion avant d'essayer de chercher des solutions, des outils numériques et de vous dire, voilà, je me lance là-dessus parce que
un collègue, un concurrent, un neveu m'a dit d'aller faire ça, ça et ça. Non, il faut choisir ses outils et ces leviers d'acquisition numérique, notamment, je vais essayer de vous parler le plus français possible, mais soit cohérent avec ce dont vous avez besoin. Si c'est trouver des nouveaux clients par le biais du numérique, par exemple, c'est quelle part de nouveaux clients, quelle part de chiffre d'affaires vous voulez qu'ils proviennent de vos actions numériques. Est-ce que ça va être 50% parce que vous dites les 50% restants, c'est du bouche à oreille dans les quartiers dans lesquels vous travaillez, parce que le bouche à oreille, c'est extrêmement important, évidemment, dans vos métiers. Est-ce que c'est fidéliser vos clients existants et en utilisant les outils numériques pour leur rappeler, par exemple, bêtement, de faire élaguer leurs arbres quand c'est la saison. Je ne vais pas m'avancer sur la saison, je crois que c'est au printemps, mais voilà. Est-ce que c'est développer votre image de marque et votre notoriété pour justement, derrière, avoir peut-être plus de chiffre d'affaires, mais c'est peut-être aussi pour autre chose, pour aller chercher des partenaires, pour aller faciliter un projet que vous voulez mettre en œuvre, etc. etc. Je ne vais pas vous lister tous les objectifs, mais écrivez vos objectifs et surtout, mettez des chiffres en face. Voilà, combien de clients, combien de CA, quelle rétention client sur la fidélisation, etc., etc. Et est-ce que parmi ces objectifs, il y en a un qui est, voilà, moi j'ai pas besoin d'avoir des clients en plus cette année ou ce mois-ci, mais j'ai juste envie de me faire gagner du temps parce que j'ai généré beaucoup de clients cette année, mais j'ai pas réussi à me concentrer sur tel ou tel pan de mon activité. Et en tant que chef d'entreprise ou en tant que salarié, j'ai besoin de me libérer du temps sur telle ou telle action. Et aujourd'hui, c'est l'avantage du numérique en tout cas, c'est que vous avez la possibilité, une fois que les choses sont en place, d'automatiser un grand nombre d'actions qui vont vous permettre de vous libérer ce temps-là pour faire les actions que vous avez envie de faire à côté. La réponse, en tout cas, c'est ce que je vous disais juste avant. Votre neveu, si vous a dit d'aller sur Instagram, ce n'est pas forcément la bonne solution, même si, évidemment, on se doute bien que dans votre univers, c'est intéressant de mettre en avant votre travail sur les réseaux sociaux. Instagram en fait partie. Mais encore une fois, il faut se dire quel est votre objectif derrière. L'autre point important, donc là c'est très marketing ce que je vais vous dire, mais après je vous passerai 2-3 détails qui vont vous servir aussi au-delà du marketing, mais c'est qui sont vos prospects, qui sont vos clients finaux. Est-ce que vous allez vouloir toucher donc, ce qu'on appelle du B2C, donc des particuliers, ou est-ce que vous allez vouloir toucher des professionnels en B2B? Ce n'est pas la même chose de s'adresser à un particulier ou à un professionnel en ligne, dans la vie en général, mais en ligne, c'est encore moins la même chose, tout simplement parce que les cycles de décision, les cycles d'achat sont beaucoup plus longs. Quand vous devez vendre une grosse tondeuse à gazon Toro qui vaut quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros, je n'aurais pas demandé le catalogue, évidemment que le mec qui va l'acheter derrière, c'est un, pas le particulier, et surtout deux, l'entreprise qui va l'acheter, va avoir un temps de réflexion, un temps de comparaison qui va être long, parce que la dépense derrière est très élevé. Là où effectivement faire tailler ses arbres ou faire entretenir son jardin, il va y avoir quelques différences de prix, mais psychologiquement dans la tête, les gens ont moins besoin de réflexion pour faire ça. Donc ça, c'est vraiment important déjà d'avoir ça en tête. C'est le temps de décision, le cycle de réflexion et d'achat est plus long chez les professionnels. Et surtout, vous ne vous adressez pas toujours à la personne qui va payer la facture à la fin. C'est-à-dire que voilà, si vous voulez toucher les collectivités territoriales, j'en parle en connaissance de cause parce que je suis aussi élu dans une collectivité au sud de Lyon. Si vous allez toucher un agent des espaces verts d'une collectivité territoriale pour lui vendre une prestation quelconque, évidemment, ce n'est pas l'agent qui va dire oui, allez, je signe tout de suite. Non, il y a un cycle, un temps de décision, la fameuse administration française, qui va être long et qui du coup fait que vous allez devoir passer des étapes et apporter des éléments de crédibilisation à chaque personne que vous allez toucher. Pourquoi vous êtes la meilleure entreprise pour répondre aux besoins de l'agent de la collectivité territoriale? Pourquoi vous êtes la meilleure entreprise pour répondre aux besoins de l'élu, qui ne sera pas forcément le même besoin que celui de l'agent. L'élu aura peut-être des enjeux à faire, des économies sur son budget annuel, là où l'agent, lui, ce qu'il veut, c'est travailler dans les meilleures conditions, pas se faire mal au dos et avoir un résultat quali, etc., etc. Donc plus vous allez avoir de couches, plus le temps de décision va être long. Et donc, ça va impliquer derrière des actions de votre part. Chez les particuliers, c'est plus simple. En général, on se dit les particuliers fonctionnent beaucoup avec du bouche à oreille, surtout sur votre secteur d'activité. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Google et ils cherchent l'entreprise locale la plus proche d'eux dans un premier temps. Et ils vont regarder les avis en ligne. Ils vont demander évidemment à leur connaissance si certains connaissent, etc., etc. Et donc, ce qui est important dans les deux cas, c'est d'identifier quels sont les comportements sur Internet de ces deux cibles. Est-ce que l'agent de la collectivité territoriale il fait des recherches en ligne pour trouver un prestataire de service ou pour trouver une entreprise quelconque, un produit? Est-ce que c'est le cas du particulier? Qu'est-ce qu'il cherche? Où est-ce qu'il cherche?
Et du coup, en ayant ces informations-là, donc pour les avoir, soit vous faites vous-même les recherches et vous regardez si effectivement il y a un certain nombre de recherches sur les moteurs de recherche qui sont effectuées plutôt par des particuliers. Vous pouvez aussi demander à vos proches, si vous avez des particuliers dans votre entourage évidemment, qui font appel à des paysagistes par exemple, vous leur demandez comment ils font leurs recherches en ligne, comment ils trouvent un professionnel. Et en fait, en posant ces questions-là, ou en posant même à vos clients directement comment est-ce qu'ils vous ont trouvé, comment est-ce qu'ils vous ont cherché, vous allez pouvoir identifier des canaux d'acquisition client ou des canaux de fidélisation numériques qui vont être utiles pour votre entreprise. Et ça vous évitera de vous éparpiller. Parce qu'aujourd'hui, en marketing digital, la plus grande perte de temps des entreprises, c'est le fait d'avoir voulu être partout, sur tous les supports, sur tous les leviers. Et du coup, derrière, quand on est tout seul ou quand on est 3-4 dans la boîte, de ne pas avoir le temps de s'occuper de tous ces leviers. Donc si vous faites les choses mal, mais de partout, ça ne va pas vous apporter de résultats. Là où si vous vous concentrez sur certains canaux spécifiques, vous aurez évidemment de bien meilleurs résultats. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est toujours important de le rappeler. Et la question que ça implique derrière, c'est à quel type de contenu les gens à qui vous vous adressez sont-ils sensibles? Est-ce que vous avez besoin, au-delà des avis clients, de mettre en avant un catalogue avec vos différentes expertises, vos différents services, vos différents produits? Est-ce que vous avez besoin de mettre en avant le témoignage d'un client? Je reprends l'exemple d'une grosse collectivité. Est-ce que vous avez besoin, pour convaincre d'autres élus de signer avec votre entreprise plutôt qu'avec une autre, est-ce que vous n'avez pas intérêt à mettre en avant des témoignages de maires, de directeurs généraux des services, de telle ou telle collectivité que vous avez accompagnée, qui vont venir crédibiliser la qualité des prestations ou des produits que vous vendez? Ça, c'est pour des collectivités, ça marche exactement de la même manière pour des professionnels. Et pour les particuliers, ce sera un petit peu différent. Peut-être que les particuliers, ils ont besoin de vous ponctuellement pour entretenir le jardin. Voilà, un élagage. Et potentiellement, si vous rédigez des contenus informationnels pour les accompagner dans leur quotidien, à, je ne sais pas, moi, entretenir le potager, planter les fleurs à la bonne saison, réaliser les bons aménagements paysagers, économiser l'eau, etc., etc., potentiellement, c'est des contenus qui vont les intéresser et les amener à vous considérer comme un expert de votre secteur d'activité, à vous donner davantage de crédibilité et du coup à être plus enclin derrière à signer avec votre entreprise. Il faut que je surveille l'heure. Et enfin, la dernière question, parce qu'on a dit, bon, c'est bien de se mettre des objectifs précis, mais c'est, est-ce que vous avez les ressources pour une présence en ligne optimale, ou en tout cas, de quelles ressources disposez-vous pour vous lancer en ligne, pour aller chercher soit des outils qui vont vous faire gagner du temps, soit en tout cas pour développer votre présence en ligne? Est-ce que vous avez du temps, vous, à consacrer en tant qu'entrepreneur, en tant que petite boîte? Si vous n'avez pas le temps, est-ce que vous avez de l'argent pour le déléguer potentiellement à une agence, à un freelance? Si vous avez de l'argent pour aller payer des outils, parce qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui en ligne qui sont gratuits, évidemment, mais il y a souvent les options payantes derrière. Et donc, est-ce que par rapport à vos objectifs, les outils gratuits vont être suffisants? Est-ce qu'il va falloir passer sur des solutions payantes, etc., etc. Et l'autre point, c'est est-ce que vous avez les compétences aussi pour le faire par vous-même? C'est-à-dire créer un site web, aujourd'hui, c'est assez facile. Je ne vais pas dire que c'est donné à n'importe qui, parce qu'on peut tous créer un site assez moche globalement. Après, le faire qu'il soit performant, ce n'est pas toujours évident. Est-ce que vous avez les compétences justement pour le mener vers la performance et atteindre vos objectifs? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous former. Si vous n'avez pas le temps de vous former, pas la motivation, ou que vous n'y arrivez pas, là encore, la question de la délégation va se poser. Le site web, du coup, il doit être au cœur, au-delà des enjeux marketing de votre entreprise, doit être au cœur de votre activité, parce que aujourd'hui, tout est numérique. On adore encore le papier, avoir un petit bon de commande ou un devis fait sur du papier, mais aujourd'hui, quasiment tout est numérique. Et donc, les internautes, professionnels ou particuliers, vont chercher vos prestations de services, vos produits en ligne, et ils vont arriver sur votre site internet. Et même s'ils ont entendu parler de vous sur un salon, en bouche à oreille, ils vont aller checker votre site internet, voir ce que vous faites, voir des photos pour s'assurer que votre entreprise elle existe bien et surtout pour s'assurer de la qualité de ce que vous produisez. Il y a deux types de sites. Les sites e-commerce, a priori, ça ne va pas vous intéresser, vous, si vous ne vendez pas effectivement de produits. Et les sites vitrines, donc, qui sont les sites les plus classiques et les plus courants, qui viennent juste en fait, servir de carte de visite en ligne et présenter vos offres. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que l'enjeu d'un site web, pour toute entreprise, c'est de faire en sorte que les gens viennent sur le site, qu'ils consultent le site, mais qu'ils ne repartent pas sans vous laisser des coordonnées. Parce que si les visiteurs, c'est comme si on venait ici à Eurexpo pour ce salon,
on rentre, on repart, on n'a laissé aucune information. Derrière, les entreprises n'ont pas moyen de vous recontacter. Là, c'est exactement la même chose. Votre site internet doit être votre boutique, mais il faut qu'avant de passer la porte pour repartir, vous ayez réussi à convaincre le plus grand nombre d'utilisateurs possible de vous laisser un email, un numéro de téléphone, de faire une demande de devis, etc., etc. Parce que c'est ça qui, derrière, va vous permettre d'aller générer des opportunités commerciales supplémentaires. Du coup, votre site, il est au cœur de votre stratégie numérique en termes de marketing, évidemment. On va attirer des gens sur le site depuis les recherches Google, ce qu'on appelle le référencement naturel. J'ai une petite partie à la fin de cette présentation où on en parlera. On va évidemment pouvoir le faire avec le référencement payant, la publicité. C'est souvent ce que, dans votre secteur d'activité, ce qu'on trouve en premier dans les résultats de recherche. Évidemment, les grosses boîtes ont les moyens de payer de la publicité, donc elles remontent tout en haut des moteurs de recherche. Les réseaux sociaux, c'est intéressant, important, mais ça prend du temps. On en reparlera un petit peu après. L'emailing, ça va être intéressant. Donc, envoyer des emails pour à la fois rassurer des prospects qui sont venus sur votre site, qui vous ont demandé un devis. Et là, vous avez la possibilité d'automatiser tout un tas de choses pour gagner du temps et pas demander soit à une secrétaire de le faire, soit à vous de le faire, évidemment. Et surtout, vous allez pouvoir fidéliser vos clients, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en leur envoyant des informations utiles, en leur rappelant que peut-être ils ont un enjeu à faire la tonte de leur pelouse, qu'ils ont un enjeu à arroser de telle manière pour faire des économies d'eau, etc., etc. Et ensuite, vous allez avoir d'autres sites internet, des annuaires, des sites de journaux, évidemment, les journaux en ligne, etc., etc., sur lesquels vous allez pouvoir apparaître et sur lesquels vous allez développer plutôt la notoriété de votre entreprise et donc derrière, avec in fine, l'objectif d'attirer des visiteurs sur votre site. La règle essentielle, pour préparer cette conférence, je suis allé voir quelques sites de paysagistes et d'entreprises du secteur, on va dire, de l'extérieur, ici sur Lyon. Je n'ai pas fait la France entière et l'Europe, même si je sais qu'il y a quelques visiteurs étrangers parmi nous. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à part les très grosses boîtes, les Green Steel du coin par exemple, et autres grosses boîtes, la plupart de vos sites internet, pour ceux qui en ont, et je ne suis pas là pour critiquer évidemment, mais sont assez mal construits. C'est-à-dire qu'on a une page d'accueil où il y a à peu près tout et n'importe quoi en termes d'offres, de services, de prestations, etc. Et il manque des informations essentielles. Un appel à l'action pour capter le visiteur, c'est-à-dire sur votre site, la première chose qui doit frapper le regard du visiteur, au-delà de son titre et du produit ou du service que vous vendez, c'est l'appel à l'action. Qu'est-ce que vous voulez que le visiteur fasse avant de partir du site internet? Est-ce que vous voulez qu'il vous demande un catalogue? Est-ce que vous voulez qu'il vous demande un devis? Est-ce que vous voulez qu'il vous envoie un message pour demander des informations? Est-ce que vous voulez qu'il télécharge tel ou tel type de contenu? Est-ce que vous voulez qu'il s'inscrive à une newsletter? L'appel à l'action aujourd'hui, c'est la clé de tous les sites internet performants. C'est ça qui vous permet derrière de collecter de l'information pour qualifier un visiteur en prospect. Parce que le visiteur de base, c'est un inconnu. Et ensuite, la deuxième étape, c'est avant d'être client, il est prospect. Il a montré un intérêt pour ma prestation, mon service, mon produit, etc. Et donc, je vais l'enregistrer dans une base de données, dans ce qu'on appelle un CRM, un outil de gestion de la relation client. Et votre enjeu derrière, avec votre casquette de commercial, c'est de faire en sorte de le convertir en client en lui envoyant les bons contenus, la bonne offre. Donc, une page de site web, chaque page doit être construite de telle manière. Une page est égale à un besoin. C'est-à-dire, si vous faites de l'élagage et en même temps de la tonte de gazon, c'est un peu le grand écart évidemment, n'ayez pas une page de votre site qui parle des deux choses en même temps. Une page par besoin. Parce que l'internaute, quand il est sur les moteurs de recherche et qu'il va taper élagage, il s'en fout de la tonte du gazon. Il veut couper ses arbres. Donc, vous allez lui proposer une page élagage. Pour une collectivité, ça va être pareil. Si c'est entretien de stade, eh ben, vous allez lui proposer une page entretien de stade sur laquelle vous allez avoir des éléments de crédibilisation qui vont montrer que vous travaillez avec telle ou telle collectivité, que vous avez refait tel terrain de foot, etc., etc. Là où un aménagement d'espace public du type une petite place, ça aura toute son importance sur une page spécifique à l'urbanisme, aux aménagements de voirie, etc., etc. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. C'est comme un catalogue. Vous n'allez pas présenter 50 produits qui n'ont rien à voir sur la même page. Vous essayez de catégoriser. Vous prenez le catalogue Carrefour. Ben voilà, les yaourts sont sur la page des produits laitiers et le PQ, il est à la fin, au milieu des produits d'hygiène. C'est la même chose sur un site. La question du mot-clé, j'y reviendrai juste après en parlant de référencement naturel. Mais votre enjeu, c'est que chacune de ces pages, qui correspondent à un besoin spécifique du client final, a priori, elles doivent être optimisées sur un mot-clé, une expression clé, qui est en fait ce que recherchent les internautes
dans Google ou dans les moteurs de recherche, on va dire Google parce que c'est le numéro 1 dans le monde. Par exemple, si je tape, moi en tant que particulier, entreprise élagage Lyon, ça c'est un mot-clé, c'est une expression clé, entreprise élagage Lyon. Et j'ai envie, moi en tant que particulier, de tomber sur une page de site web qui va répondre à mon besoin et donc non pas me parler d'une entreprise d'élagage à Bordeaux, à Paris ou Trifouilly-les-Bains, mais vraiment me proposer une page qui parle de Lyon. Un message, là c'est quelle est votre promesse, qu'est-ce que vous garantissez à votre utilisateur. Et donc un site bien construit, ça va vous faire économiser énormément de temps parce que tout ce que vous expliquez en ligne, vous n'aurez pas nécessairement besoin de le réexpliquer par téléphone ou en face à face avec votre client quand vous allez aller dans son jardin. Ça, c'est extrêmement important. C'est votre commercial. Vous n'avez pas les moyens de vous payer une équipe commerciale, a priori, quand vous vous lancez en tout cas. Et donc, votre enjeu, c'est que l'essentiel des informations soit sur votre site. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une encyclopédie d'infos, mais il faut aller là où votre client potentiel a besoin de vous. Et enfin, l'appel à l'action, évidemment. L'exemple de l'élagueur, c'est ce que je disais. Je cherche, quand je tape élagueur Lyon, mon besoin en tant que particulier, c'est élaguer les arbres de mon jardin à Lyon. Donc, j'ai envie d'arriver sur une page d'accueil, ou en tout cas une page de site web qui va me parler d'élagage. Alors là, cet exemple-là, que j'ai pris au hasard, j'aurais pu prendre un autre site, il est un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'il est bien dans le sens où je vois le terme élagueur en tant qu'utilisateur, donc je suis rassuré sur le fait que l'entreprise à laquelle je peux confier mon projet est spécialiste de cette activité-là. Mais il y a beaucoup d'informations. Là, on a arboriste, élagueur, paysagiste. Ça peut perdre le particulier. Voilà. Ce qui est intéressant quand même derrière, c'est qu'on a une photo avec une flotte de camions. Donc on se dit, c'est une grosse boîte, ça peut être intéressant. Et si on descend, on a tout un tas d'informations super utiles, ce qu'on va appeler des éléments de crédibilisation et des détails qui vont venir, là encore, jouer le rôle de commercial à votre place. Tout ce que vous dites là, vous allez sans doute le rappeler dans les grandes lignes à vos prospects, à vos clients quand vous les aurez en face. Mais c'est un discours que vous n'avez pas besoin de tenir à tout le monde. Et donc, vous allez mettre en avant des années d'expérience, évidemment. Vous allez mettre en avant des projets, ce qui va montrer finalement que votre boîte elle a de l'envergure. Vous allez mettre en avant un nombre de clients satisfaits, par exemple. Et puis, évidemment, toutes les caractéristiques liées à votre service, à vos services, à vos prestations. Et enfin, là en bas, j'ai mis des exemples. Vous pouvez mettre des avis clients qui viennent de Google ou d'autres plateformes, évidemment, d'avis. Et donc tout ça, ça remplace plus ou moins l'équipe commerciale qui aurait un enjeu à vendre derrière vos prestations. Et évidemment, sur cette page, on retrouve un seul et même appel à l'action, c'est « Contactez-nous ». Vous avez un projet en tant que particulier ou en tant qu'entreprise, contactez-nous. Donc là, on clique. Il y a deux solutions sur ce site-là. Une n'est pas la bonne, c'est « Contactez-nous », on vous laisse notre numéro de téléphone. Ouais, non, c'est chiant. Ça. Si le mec il a la flemme, qu'il n'a pas envie de vous appeler, parce qu'il y a encore des gens qui ont la phobie du téléphone, ça arrive, il part, il va voir un autre site internet. La bonne solution, c'est la deuxième, c'est créer ce qu'on appelle un formulaire de conversion. Et ça, c'est ce qui manque sur la plupart des sites des petites entreprises que j'accompagne depuis quelques années maintenant. Essayez de demander des informations qui vous sont utiles derrière. Un nom, un prénom, une adresse email, éventuellement un type de projet qui vont vous permettre de qualifier chaque visiteur pour des besoins spécifiques et derrière, en fait, d'enrichir votre base de données, pas client, mais votre base de données de prospects, pour ensuite, derrière, ne recontacter que ceux qui ont un intérêt en termes de chiffre d'affaires, par exemple, qui va être très gros pour votre entreprise. Ça dépend si vous voulez faire tous les projets ou vous concentrez que sur certains types de projets. Ça va vous permettre aussi d'envoyer les bonnes offres, les bons contenus à ces utilisateurs-là. Typiquement, quelqu'un qui coche la case élagage, il a envie qu'on lui parle de l'élagage de ses arbres, donc il sera content de recevoir un email qui lui explique votre manière de travailler sur l'élagage, comment ça se déroule, votre prestation, etc., etc. Là où quelqu'un qui va parler de création paysagère, il s'en fiche qu'on lui coupe ses arbres, évidemment, il veut peut-être sans doute refaire son jardin. Donc, c'est extrêmement important pour vous de collecter ces informations et derrière de rattacher ça. Alors, en général, ces formulaires de conversion, ils sont générés avec des outils. Un outil gratuit, en tout cas il y a une version payante mais une version gratuite qu'on voit beaucoup à la télé en ce moment, c'est Brevo. J'ai pas de part pour eux, hein, évidemment. Je pourrais vous citer d'autres outils. Il y a aussi Mailchimp dans les Américains. Brevo a l'avantage que c'est un outil français. C'est un outil qui est à la base destiné à envoyer des newsletters, des emails à ses clients, à ses prospects, mais il vous sert aussi de base de données de CRM, donc d'outils de gestion de la relation client, dans lequel vous allez pouvoir à la fois mettre les coordonnées des gens qui vous ont contacté, d'assurer votre suivi client,
savoir, voilà, un tel, il m'a demandé son devis, est-ce que je l'ai bien envoyé, oui, non, est-ce que je lui ai envoyé un message automatique pour lui dire merci, on a bien reçu votre demande, on vous recontacte sous 48 heures, etc., etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre en fait tout un tas d'informations. Là, on va dire, je mets une typologie de client, est-ce que c'est un particulier, est-ce que c'est un professionnel, je vais mettre une typologie de prestation de service, est-ce que c'est de l'élagage, de la pose de clôture, est-ce que c'est de l'aménagement paysager, etc. Et en fait, plus vous allez qualifier et segmenter votre base de données, c'est les slides d'après, j'y reviendrai, mais plus vous allez être précis, plus vous allez pouvoir envoyer les bons contenus aux bonnes personnes. Et ce qui est important à retenir, c'est que tout ça, vous allez pouvoir l'automatiser, et donc c'est ce qu'on voit dans les slides juste après. Les appels à l'action, j'en ai déjà parlé, donc on ne va pas revenir dessus, mais voilà, tout l'enjeu, c'est de trouver le bon appel à l'action au bon moment. Est-ce que quand l'internaute arrive sur votre site, il a une intention d'achat derrière? S'il tape élagueur Lyon, a priori, il ne cherche pas à s'informer comment devenir élagueur, il cherche à en trouver un pour élaguer ses arbres. Alors que si quelqu'un tape, je ne sais pas moi, comment entretenir son jardin en hiver, par exemple, il va avoir une intention plutôt informationnelle. Et donc là, vous n'avez pas d'enjeu, vous, à lui pousser un appel à l'action du type demande un devis, mais vous allez essayer de lui dire inscris-toi à une newsletter ou contacte-nous si vraiment tu veux faire appel à un professionnel. Mais en tout cas, il faut essayer de trouver le bon appel à l'action qui correspond au besoin le plus fort sur telle ou telle page de votre site. Les contenus gratuits pour convertir, je vous en ai parlé, c'est demande un devis, un petit guide, voilà, le guide de l'entretien du jardin chez les particuliers. Ça peut être le guide de comment on économise de l'eau quand on veut entretenir ces espaces verts publics pour les collectivités, etc., etc. Le livre blanc aujourd'hui, notamment en B2B, donc quand on s'adresse à des professionnels, c'est ce qu'on appelle un aimant à prospect, un lead magnet en anglais, et c'est très puissant pour convertir des prospects professionnels. C'est-à-dire que ça va leur apporter de l'information au moment où ils sont en phase de comparaison, qui regardent, qui cherchent une solution. Finalement, moi j'arrive ici en tant qu'élu local. Bon, vers quelle tondeuse à gazon je vais me tourner? Vers quel type de tracteur je vais me tourner? Évidemment, je vais demander à mes services de me donner de l'information sur leurs besoins. Mais du coup, je vais pouvoir, grâce à un livre blanc, enfin vous allez pouvoir en tant qu'entreprise, me dire, m'amener à une réflexion et m'amener à des questions que je ne m'étais pas nécessairement posées au moment où bêtement je me disais j'ai besoin d'un tracteur, je vais acheter un tracteur. Oui, mais lequel, comment choisir, etc. Eh bien, en créant un contenu premium, un livre blanc, vous allez pouvoir expliquer par exemple les critères pour choisir un tracteur selon les besoins de sa collectivité, selon les besoins de ses équipes, etc., etc. Puis il peut y avoir une newsletter. L'inconvénient de la newsletter, c'est que ça vous demande derrière du temps. C'est-à-dire que si vous incitez les gens à s'inscrire à une newsletter, il va falloir produire une newsletter tous les mois. Donc, ça peut vous demander du temps en termes de marketing derrière et ce n'est pas nécessairement ça qui va vous générer de la clientèle. Automatiser, ça c'est important. Alors là, je continue à parler de marketing sur une slide et ensuite on va parler d'autres choses. Mais ce que je vous ai dit, c'est l'essentiel, c'est de segmenter votre base de données, collecter un maximum d'informations sur les gens qui font des demandes auprès de votre entreprise, les gens qui viennent sur votre site, pour leur envoyer les bons types de contenus. Et ce que vous allez pouvoir faire, et qui sera intéressant, c'est d'automatiser, notamment, j'ai passé la slide un peu vite, pardon, mais d'automatiser l'envoi d'un devis personnalisé à telle ou telle personne. Si vous avez des prestations qui coûtent toujours le même prix, et évidemment, il y a peut-être le déplacement qui va varier, mais vous avez la possibilité aujourd'hui d'envoyer des messages automatiques en disant « Merci pour votre demande de devis, on va vous répondre dans 48 heures, par exemple, ou sous 24 heures. » Et automatiquement, derrière, au bout de 24 heures, vous pouvez envoyer un devis qui est généré évidemment automatiquement avec votre logiciel de demande de devis, enfin de création de devis et de facturation en général. Bref, tout ça, vous pouvez automatiser et ça vous fait gagner un peu de temps au quotidien. L'autre point, ce que vous pouvez automatiser, c'est aussi collecter des demandes d'avis sur ce secteur d'activité, notamment auprès des particuliers, votre secteur. Le bouche à oreille, les avis clients sont extrêmement importants. Sur tous les métiers artisanaux d'ailleurs, d'une manière générale, je pense aux carreleurs, aux plombiers. Voilà, malheureusement, il y a des entreprises qui souffrent d'une mauvaise réputation parce qu'à un moment, elles ont fait un mauvais travail. Et du coup, leurs clients se sont lâchés en ligne et ont laissé des mauvais avis. Ça, c'est rédhibitoire. En dessous de 4 sur 5 sur Google, vous avez peu de chances que les gens viennent jusqu'à vous. Alors, il y en a toujours, évidemment, parce qu'il y a toujours encore des gens qui ne regardent pas les avis Google. Mais c'est important d'avoir en tête que 90% des consommateurs aujourd'hui, chez les particuliers, regardent et consultent des avis en ligne. Et donc, n'attendez pas que vos clients laissent un avis positif sur vous. Envoyez-leur automatiquement un message à la fin de leur prestation
Et donc ça, vous pouvez le faire quand dans votre CRM, donc dans votre outil de gestion de la relation client, vous indiquez que la prestation est terminée, que la facture est payée ou que sais-je. On peut automatiquement aujourd'hui envoyer un message en disant coucou Guillaume, est-ce que vous avez été satisfait de notre prestation d'élagage, etc., etc. Et vous renvoyez directement vers votre page, votre fiche établissement. Ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Je vous ai mis une séquence d'emails type si ça vous intéresse. Vous pourrez aller la voir en téléchargeant le support, parce que je vous avais mis le QR code. Mais voilà, ce qui est important d'avoir en tête, c'est de dire, à partir de l'envoi du devis, vous pouvez du coup automatiquement relancer votre devis par mail. Vous pouvez aussi le faire par téléphone, évidemment. Mais en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est d'établir une chronologie dans votre activité commerciale et de dire, voilà, quelqu'un qui arrive sur mon site, qui fait une demande de devis en ligne, est-ce que j'ai besoin, moi, d'aller sur place pour faire mon devis, ou est-ce que c'est une prestation type, et auquel cas, je peux lui envoyer un truc approximatif, ou très précis en tout cas, et vous allez envoyer un devis. Alors soit vous l'envoyez à la main parce que vous avez fait un devis, vous en tant que commercial, chef d'entreprise, vous envoyez à la main, et surtout derrière, si vous avez envoyé 6 ou 10 devis, ou 30 devis, ou 50 devis dans la semaine, comment vous faites votre suivi? Si vous avez un outil de gestion de la relation client, vous allez pouvoir voir facilement quels sont les devis qui sont en attente, qu'est-ce qui est signé, qu'est-ce qu'il faut lancer comme chantier, etc. Et surtout, vous pouvez automatiser du coup une relance. La relance par mail le lendemain ou le surlendemain, c'est un peu précipité. En réalité, les gens ils préfèrent le contact humain, surtout sur ces métiers-là. Donc, faites une petite relance par téléphone. Bonjour Monsieur Dupont, est-ce que vous avez bien reçu mon devis? Voilà, je reste disponible si vous avez besoin d'informations. Évidemment, vous allez souvent tomber sur la messagerie. Ensuite, vous allez faire une relance par mail en disant voilà, j'ai tenté de vous contacter hier, avant-hier, etc. Et ça, en fait, vous pouvez l'automatiser. Si vous avez une cadence commerciale très précise, que vous savez qu'à chaque fois que vous envoyez un devis, le surlendemain ou le lendemain, vous appelez pour demander confirmation de réception du devis, et ben vous savez que potentiellement, à J+7, vous allez faire une relance automatique, etc. Et si, dans votre outil de gestion de la relation client, vous êtes rigoureux et que vous notez quand le devis est accepté, qu'il est signé, etc., en fait, automatiquement, vous allez stopper ces relances automatiques. Parce qu'il n'y a rien de plus insupportable qu'un client qui aurait accepté, validé un devis et qui soit relancé juste derrière automatiquement. Puisque l'enjeu de ces relances automatiques, c'est de faire en sorte qu'elles soient le plus personnalisées possible. C'est de faire comme si c'est vous qui l'aviez écrit. Donc vous allez le signer de votre nom, évidemment. Et donc si le mec il se dit on me prend pour un con, on me relance alors que j'ai validé le devis, il risque de ne pas être très satisfait. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est d'avoir des variables dans vos emails automatiques. Donc ça marche pour des devis, mais ça marche aussi pour des newsletters, ça marche pour tout type d'email. À partir du moment où vous utilisez un outil d'envoi d'emailing professionnel, comme Brevo, comme Mailchimp, comme tout un tas d'autres outils, Mailjet, qui est français aussi, vous allez pouvoir mettre des variables et automatiquement changer le prénom, le nom de la personne dans le mail, voir le type de travaux qui est demandé, etc., etc. Et plus l'expérience est personnalisée, plus vous avez de chances de convertir le prospect en client. L'autre point important, ça souvent on n'y pense pas trop, mais combien de fois, alors j'ai pas encore la chance d'être propriétaire et de faire appel à des professionnels, des artisans pour venir bosser chez moi, mais je l'ai vu avec mes parents pendant des années. Combien de fois les gens ils vous envoient un devis en papier ou ils veulent le remettre en main propre et puis derrière le devis il n'est jamais renvoyé, signé, etc. Et il faut faire 50 relances. C'est chiant en fait à faire. Pour vous c'est chiant. Pour le particulier, il laisse traîner, il réfléchit, etc. Utiliser des outils en ligne. La signature électronique aujourd'hui, c'est ce qu'on fait de partout, y compris dans les RH pour les contrats de travail, mais pas que, pour les devis aussi. Utiliser des outils comme YouSign, Docage, DocaPost, Zoho, etc., etc. Les 2 premiers sont français, si je ne dis pas de bêtises, peut-être les 3 premiers. Et ça vous évite plusieurs choses. Un, ça vous évite que la personne vous dise « je ne l'ai pas reçu ». Non, ce n'est pas vrai, parce que vous avez un accusé de réception, évidemment, sur l'email. 2, vous avez une notification à partir du moment où la personne a ouvert le document. Ce qui fait que vous pouvez relancer la personne en lui disant « j'ai vu que vous aviez ouvert le devis, vous ne l'avez pas signé, est-ce que je peux vous être utile pour répondre à tel ou tel besoin ?» évidemment. Et vous avez une notification surtout quand la personne a signé le document. Ce qui fait qu'automatiquement, vous allez pouvoir dire tel client dans mon CRM a signé le devis, donc il passe dans le groupe signé, donc il n'y a pas besoin de le relancer, etc., etc. Ça, c'est important. Et puis surtout, ça vous laisse des archives numériques. Ça évite de perdre des devis signés au format papier dans des dossiers que vous connaissez sans doute mieux que moi. L'autre point, c'est facturer, c'est bien, une fois que la prestation est réalisée. Être payé, c'est encore mieux. Là encore, comment vous faites gagner du temps et vous évitez de faire des relances téléphoniques ou d'aller sonner chez Madame Dupont pour qu'elle vous paye l'élagage de ses arbres. Si vous utilisez les bons logiciels, un logiciel de facturation, alors là j'ai pris l'exemple de Weaponly
parce que j'en avais pas d'autres sous la main et que c'est pas mon métier la facturation, mais tous les logiciels de facturation aujourd'hui le permettent. Ils vont permettre de voir l'état d'avancement du paiement d'un client. Si c'est un paiement échelonné, évidemment, ils vont voir si la compte a été versée, si la facturation a été faite en entier. Et surtout, vous allez pouvoir automatiser des relances en disant « Bonjour, monsieur Untel, on a besoin de votre deuxième paiement, etc. etc. » Et donc ça va vous faire, là encore, gagner beaucoup de temps. Et c'est en ça que je vous disais tout à l'heure, le marketing digital, c'est top, mais il y a aussi tout un tas d'autres outils auxquels on ne pense pas toujours quand on se lance, qui vont vous permettre de vous enlever quelques casquettes, parce que l'entrepreneur, en tout cas, il a 15-20 casquettes, de l'administratif, de la comptabilité, faire des devis, faire son métier, faire du marketing, etc., etc. Et donc, vous allez pouvoir gagner du temps. Alors, vous aurez noté qu'on est passé du point 3 au point 5, c'est tout bêtement parce que j'ai oublié le point 4. Je m'en excuse. Ce qui est important, parce qu'on m'a dit, dans l'univers des travaux, mais aussi du paysagisme, il y a une problématique, c'est pas toujours trouver des clients, mais c'est trouver des collaborateurs. Le référencement naturel dont je vous parlais tout à l'heure, qui a pour objectif de faire venir des visiteurs sur votre site, il a pour objectif de faire venir à la fois des clients sur votre site, mais il peut aussi servir pour attirer des futurs alternants, des futurs CDI, des futurs CDD, etc., etc. Le référencement naturel, je vous en parlais rapidement du coup tout à l'heure. Vous avez deux notions à distinguer. Le payant du naturel, le naturel qu'on dit aussi référencement organique, ce qui ne nécessite pas en gros de rentrer votre carte bleue dans Google. En rouge, ce que vous avez sur la gauche, c'est les résultats qu'on appelle sponsorisés, les annonces. Alors ça change de nom parfois selon les utilisateurs. Ça, c'est de l'Ads. Google Ads, c'est de la publicité. Et en dessous, tout ce qui n'est pas marqué annonce et sponsorisé, c'est ce qu'on appelle du référencement naturel, des résultats gratuits organiques. Et donc, comment remonter facilement sur les moteurs de recherche sans avoir à payer? Eh bien, tout bêtement, entre guillemets, parce que ce n'est pas si bête que ça, en optimisant, ce que je vous disais, chaque page de votre site internet sur un mot-clé spécifique. Si bien que les mots-clés, je vous donnais l'exemple tout à l'heure, là, si on prend architecte paysagiste Lyon, c'est un mot-clé avec une intention commerciale. Quelqu'un qui tape ça cherche un professionnel pour réaliser une prestation chez lui. Là où quelqu'un qui tape comment tailler les arbres fruitiers sur Google, a priori, il cherche à le faire par lui-même et il ne cherche pas un prestataire de service. Et donc, ce qui est important, c'est de dire, voilà, est-ce que votre site internet, vous allez vous concentrer que sur les requêtes commerciales, auquel cas vous allez créer une page spécifique de votre site pour parler d'une offre de service, évidemment, ou un produit spécifique, avec une vocation très commerciale. Donc, votre enjeu, c'est que la personne, elle vous demande un devis ou qu'elle achète votre produit. Ou est-ce que vous allez plutôt faire des articles de blog en disant, voilà, je suis un expert dans, je sais pas, les aménagements de jardins méditerranéens, par exemple, et je vais faire un blog dédié à ça, comment je fais un jardin avec des plantes méditerranéennes, avec tout un tas d'articles spécifiques à votre cœur de métier qui vont vous permettre de vous positionner sur les moteurs de recherche comme un expert de cette activité-là. Donc ça, c'est important pour aller chercher des clients potentiels, mais c'est aussi important de le faire pour aller trouver vos futurs collaborateurs. Aujourd'hui, quelqu'un qui cherche un job d'ouvrier paysagiste à Lyon, il va taper ouvrier paysagiste Lyon dans Google, il va taper emploi paysagiste Lyon, il va taper alternance élagage Lyon, etc., etc. Et donc évidemment, les plateformes de recrutement, les Indeed, les LinkedIn et compagnie vont remonter en premier, puisque c'est le cœur de leur activité. Mais vous avez la possibilité, vous, en créant des pages job sur votre site internet, de remonter aussi, et du coup, de passer devant vos concurrents, et potentiellement, du coup, de recruter les meilleures recrues du marché, puisqu'elles vous auront trouvé en premier. Il faut avoir en tête que sur Google, 70% des internautes cliquent sur les 5 premiers résultats gratuits, donc naturels, du moteur de recherche. Et 30% cliquent sur le premier résultat. Donc, s'il y a 1000 personnes qui font une recherche tous les mois sur Google, imaginez ce que ça vous rapporte d'avoir 30% des clics si vous êtes en premier. C'est énorme en termes d'opportunités pour vous. Comment on choisit ces mots-clés? Il faut que j'accélère un petit peu parce que sinon on n'aura pas le temps de terminer. Mais la pertinence, le volume de recherche et la concurrence. Il y a des mots-clés très précis qui sont très peu recherchés. Évidemment, si vous utilisez du jargon technique, il n'y a que les gens qui connaissent ce jargon technique, donc a priori pas vos clients, qui vont trouver ce que vous racontez et qui vont vous chercher. Donc on aura un faible volume de recherche. Pour connaître le volume de recherche d'un mot-clé, d'une expression, vous allez chercher des outils en ligne. Il y a un super outil qui est de Montpellier qui s'appelle Ranxplorer, Ranxplorer. Voilà, c'est un outil qui vous permet de sélectionner des mots-clés et de voir
quelles sont les tendances de recherche, de voir combien en moyenne de personnes recherchent tel ou tel mot par mois sur les moteurs de recherche. Et donc évidemment, votre enjeu, c'est de remonter sur des gros mots-clés avec un gros volume, parce que plus vous avez de volume, évidemment, plus vous avez de chances qu'il y ait de monde qui vienne sur votre site. Mais en même temps, votre enjeu, c'est de remonter localement. Si votre entreprise, elle ne travaille que dans l'Ain, par exemple, vous n'avez pas d'enjeu à remonter sur des recherches à Brest, à Paris, à Bordeaux. Et donc, vous allez peut-être taper dans des mots-clés moins recherchés, élagage j'en sais rien, dans l'Ain, j'ai pas de nom là qui me viennent en tête, mais élagage 1, par exemple. Et donc, vous allez pouvoir attirer des gens qui sont intéressés par ce que vous faites parce qu'ils sont dans la même situation géographique que vous. Et la question de la pertinence, c'est ne vous positionnez pas sur des mots-clés juste pour être positionné. Voilà, si vous ne faites pas d'élagage, mais que vous faites tout le reste, ne remontez pas sur un mot-clé élagage, puisque l'internaute va être déçu au moment d'arriver sur votre site. Comment ça s'optimise? Je vous invite à suivre nos webinaires et nos ateliers spécifiques au référencement naturel, parce que ça, on pourrait en parler pendant 3 semaines complètes. Mais globalement, il faut optimiser certains éléments de votre site web de base. Il y a 200 critères qui sont pris en compte aujourd'hui par les algorithmes des moteurs de recherche. Le critère numéro 1, c'est le titre. Chacune de vos pages doit avoir un titre différent, optimisé sur le mot-clé. Quand je dis optimisé, c'est-à-dire que votre mot-clé doit être présent dans le titre de votre page. Il doit être présent potentiellement dans les sous-titres qui sont sur votre page. Ce qui veut dire que chaque page de votre site ou chaque article de blog que vous créez doit être conçu un peu comme une dissertation. Si vous vous rappelez de l'époque collège ou du lycée, vous aviez le titre principal, ensuite des sous-titres, les grands 1, 2, 3 qui sont des titres de même niveau, et ensuite vous allez avoir des petits A, petits B, petits C. C'est exactement la même chose. On construit une page web comme on écrit une dissertation, avec des parties et des sous-parties qui vont vous permettre d'aller dans des niveaux de détail plus précis, plus vous allez descendre dans les sous-parties. Et donc, il va falloir indiquer votre mot-clé dans ces différents titres. Vous allez pouvoir optimiser l'image, donc la balise alternative. Là, on rentre dans de la technique et si ça vous intéresse, on pourra en parler à la fin de cette conférence après, à côté, évidemment. Vous allez l'indiquer dans le texte et surtout, ce qu'il faut toujours faire, c'est mettre des liens, créer des liens entre vos différentes pages, créer des liens entre votre site internet et celui d'un partenaire, par exemple, ou entre celui de vos clients et votre site, etc., etc. Je vous ai mis un exemple. Là encore, si ça vous intéresse, vous pourrez télécharger le support. Je vous l'avais dit en scannant le petit QR code. Mais voilà, ne concevez pas votre site internet que pour vos clients. Si vous avez des enjeux de recrutement, créez peut-être une section offre d'emploi et avec, non pas comme je prenais l'exemple de Green Steel tout à l'heure, qui met en PDF toutes ses offres d'emploi sur la même page. C'est une grave erreur de faire ça puisque la page ne va remonter sur aucune des offres d'emploi. Créez une page par métier spécifique. Une page pour l'ouvrier paysagiste, une page pour l'élagueur, une page pour l'alternant, etc. Parce qu'un alternant, il va taper dans Google alternance paysagisme. Il ne va pas taper CDI ouvrier paysagiste, évidemment, puisqu'il a un autre besoin. Donc une page par besoin, c'est essentiel. Et enfin, c'est ça, oui, les réseaux sociaux, on en parlait un peu au début. Mon conseil, si vous voulez gagner du temps et du coup de l'argent, puisque le temps c'est de l'argent, on ne va pas vous l'apprendre, c'est de n'en choisir qu'un et de le faire bien. Concentrez-vous sur le réseau social qui va être le plus utile pour votre activité, qui va être le plus utile pour toucher votre cible. Est-ce que vous voulez toucher des particuliers? Est-ce que vous voulez toucher des professionnels? Si c'est des professionnels, vous allez peut-être vouloir aller sur LinkedIn parce que sur LinkedIn, vous allez pouvoir notamment faire de la prospection, vous allez pouvoir chercher les gens par secteur d'activité, par fonction, par taille d'entreprise. Évidemment, là où si vous voulez toucher des particuliers, peut-être qu'un réseau social comme Instagram sera plus approprié pour mettre en avant vos aménagements paysagers, par exemple. Ça peut aussi servir pour des professionnels, parce que le professionnel, il ne faut pas oublier que quand il rentre chez lui, il va sur Instagram, il va sur Facebook, il va peut-être sur TikTok, c'est peu probable, mais c'est possible, mais peut-être que l'alternant, vous allez le toucher sur TikTok. Donc choisissez le réseau social qui correspond à votre objectif principal, parce qu'on peut vouloir aller partout, et ça peut être bien d'aller partout, mais vous n'avez pas le temps de le faire, encore une fois. Dans l'idéal, dans un monde de bisounours, il faudrait aller tous les jours sur les réseaux sociaux et publier tous les jours. En story sur Instagram, dans le fil d'actualité, envoyer des connexions sur LinkedIn, commenter 5 publications par jour, poster. Vous n'avez pas le temps de le faire parce que vous avez les mains dans la terre, dans les arbres, dans les rosiers, dans ce que vous voulez. Vous n'avez pas le temps de faire ça. Donc le minimum vital, c'est au moins une fois par semaine, soyez présent sur les réseaux sociaux. Fixez-vous cet objectif-là, une publication par semaine, tenez-vous-y. Dès que vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure, faites 2 ou 3 publications par semaine sur un réseau social et
tenez-vous-y. Vous ne pouvez pas dire je vais faire 5 publications cette semaine, rien la semaine prochaine, une la semaine suivante. Les algorithmes détestent le changement. Il faut de la régularité, c'est le message principal que je voulais vous apporter aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, n'allez pas partout en même temps parce que vous allez perdre en régularité. Même moi, dont c'est le métier, alors je n'ai pas d'enjeu à trouver des clients, mais je vais sur LinkedIn une fois de temps en temps, notamment pour les salons, je fais une photo, je suis content, j'ai 100 likes, puis derrière, je ne publie plus rien. Ben non, mais en fait, je repars de zéro constamment. Les astuces, gagner du temps, la régularité, créer des modèles de publication, créer un calendrier éditorial, anticiper ce que vous allez publier sur les mois qui suivent, pas forcément sur un an parce que c'est compliqué, mais voilà, si vous savez que vous avez des gros chantiers qui vont arriver dans les mois, les semaines qui viennent, vous dites, ben voilà, je prévois que fin mars, par exemple, ce chantier soit terminé, donc je vais mettre une photo de ma réalisation. Je prévois que je vais participer à tel événement, donc je vais en parler parce que ça va peut-être m'apporter des opportunités en termes de partenariat, etc., etc. Donc voilà, choisissez vraiment ce qui est pertinent pour vous. Encore une fois, voilà, une boîte qui fait du paysagisme, elle peut aller sur LinkedIn sans problème. L'exemple d'InSitu est bon, mais il y a plein d'autres exemples. Mais vous pouvez aussi faire la même chose sur Instagram. Et enfin, LinkedIn, j'en ai parlé, mais n'oubliez pas aussi que LinkedIn, aujourd'hui, on pousse tous les étudiants, tous les jeunes à aller sur LinkedIn pour trouver du job à la fin de leurs études. Donc vous aussi, en tant qu'entreprise, même si ce n'est pas naturel pour vous, pensez que c'est un réseau social qui peut être utile pour aller trouver vos futurs recrues. Voilà. Il y a un point que je n'ai pas abordé, et je vais finir de toute manière là-dessus. Les règles d'or, vous les aurez en téléchargeant le support. Le point que je n'ai pas abordé, c'est l'intelligence artificielle. C'est un sujet que j'aborde à part entière dans d'autres conférences. Aujourd'hui, on se dit l'intelligence artificielle, c'est un peu abstrait. Qu'est-ce que ça peut nous apporter dans nos métiers, on va dire, artisanaux, manuels? Ça peut vous aider à reformuler des emails. Ça peut vous aider à répondre à des avis. Ça peut vous aider à trouver des idées de publication pour vos réseaux sociaux. Dans la version gratuite de ChatGPT, vous pouvez faire tout ça. Vous pouvez dire, bah voilà, je suis paysagiste j'en sais rien, à Bénaud ou n'importe où à Lyon. Propose-moi un calendrier éditorial sur 12 mois pour mes réseaux sociaux. Et il va vous proposer des idées. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre en brut et coller comme ça dans vos réseaux. Mais ça va vous permettre, là encore, de gagner du temps pour trouver des idées. Si vous avez la chance d'avoir un alternant, une équipe marketing, c'est top. Si vous êtes tout seul, bah c'est toujours cool, en tout cas, de vous appuyer sur cette aide de l'intelligence artificielle pour trouver des idées, pour vous challenger, éventuellement pour reformuler des contenus que vous auriez pu créer, parce que votre métier de base, ce n'est pas le marketing. Voilà, j'ai fini avec 2 minutes de retard. On avait commencé 2 minutes en retard, donc je suis dans les temps. Un grand merci pour votre attention. Je sais que je parle un petit peu vite. Merci aux 2 personnes qui font la traduction en simultané. Ça ne doit pas être évident de me suivre. Si vous voulez télécharger le support PDF ou même accéder aux petites ressources, des outils en ligne qu'on vous met gratuitement à disposition, vous pouvez scanner ce QR code-là. On n'a pas le temps là, de faire des questions-réponses en mode micro. Alors, Anthony, on peut prendre quelques questions si vous en avez. Et sinon, après, je reste disponible là encore pendant quelques temps autour du stand. Donc, on peut discuter. Merci à tous en tout cas pour votre attention. Et on peut applaudir Guillaume pour son intervention. Merci Guillaume. Est-ce que vous avez des questions ? Non, sujet vaste et dense. Ok, donc pas de questions a priori. Si vous voulez des renseignements sur l'UNEP, donc l'Union nationale des entreprises de paysage, il y a ma collègue Flora qui est au fond de la salle, qui est déléguée régionale de l'UNEP Méditerranée, qui peut répondre à toutes vos questions. Et donc on remercie encore une fois Guillaume, et puis on vous souhaite un bon salon, une bonne après-midi. Merci.